Le bateau-livre lève l'ancre avec à son bord cette semaine Michel Onfray. Le philosophe lance une nouvelle fois la polémique. Dans Le Songe d'Eichmann, il revient sur les propos d'Hannah Arendt et affirme que le criminel de guerre comprenait la pensée de Kant sur la loi et la désobéissance. Il est l'heure du portrait. Je reçois le philosophe Michel Onfray pour son nouveau livre, Le Songe d'Eichmann, qui va encore faire grincer des dents. Au moins 2 obsédés sexuels sur le plateau. Oui, ça fait un obsédé sexuel de plus. Michel Onfray, on sait que vous refusez l'enseignement de la philosophie tel qu'il est enseigné dans l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle vous avez rompu avec elle pour créer donc l'université populaire de Caen. Vous êtes un philosophe résolument matérialiste, athée, qui prône l'hédonisme et la liberté sous toutes ses formes. L'ennemi, c'est la religion, toutes les religions, qui sont pour vous des instruments de domination, brandis le plus souvent par des tartuffes. Vous êtes un écrivain fécond, de nombreux livres depuis Le ventre des philosophes, paru en 1989, Théorie du corps amoureux, Traité d'athéologie, qui a été un best-seller, c'est rare pour un livre de philo, mais ça arrive. Vous avez entrepris d'écrire une contre-histoire de la philosophie, 4 volumes sont déjà parus, 2 restent à paraître, vous êtes d'ailleurs venu nous en parler il y a quelque temps. En attendant, vous nous proposez Le Songe d'Eichmann. Alors, c'est une pièce de théâtre. On a rarement l'occasion d'inviter un auteur pour une pièce de théâtre. Mais cette pièce de théâtre, donc, alors, les personnages, donc, c'est Eichmann dans sa prison, Kant et Nietzsche. Mais le tout est précédé d'un texte intitulé Un Kantien chez les nazis. Et évidemment, c'est encore un brûlot. Alors, pourquoi un brûlot? Parce que, bon, ben, on sait que Kant appartient à l'histoire plutôt officielle de la philosophie. Alors, première question, comment un kantien peut-il être nazi ou être compatible avec le nazisme? Comment un philosophe des Lumières, surtout, peut-il être nazi? Mais Kant est-il un philosophe des Lumières? Oui, philosophe des Lumières, oui. Nazi, non. Hein. Kant n'est pas nazi. Non. Mais le kantisme est compatible avec le nazisme. Ça, oui, avec le national-socialisme. Et ça a été une surprise pour moi aussi. C'est-à-dire que j'ai fait ma maîtrise sur Kant. J'avais une prof de philo, dont on disait d'ailleurs qu'elle était le seul homme de l'Institut, qui, elle, considérait que c'était la pensée indépassable, Kant. Et puis, je me suis fait une idée par moi-même parce que j'ai lu des textes. Et ça m'a assez sidéré. Il est vrai qu'il est philosophe des Lumières, vous avez raison de le dire. Il écrit Qu'est-ce que les Lumières? Et voilà, donc c'est un philosophe des Lumières, sauf que dans Qu'est-ce que les Lumières, il nous dit il y a un usage public et un usage privé de la raison. Sous-entendu, disons-le autrement, il rentre dans des détails d'analyse. Si on veut vraiment faire court et simple, il dit vous êtes gendarme, par exemple, vous avez bien le droit d'être contre ce qu'on vous fait faire, mais en tant que fonctionnaire, vous avez le devoir d'obéir. Vous voyez un petit peu ce que ça peut produire comme type d'effet. C'est-à-dire que rien n'interdit au prêtre de trouver que ce qu'il enseigne est une sottise, mais il n'a pas le devoir de l'enseigner, il n'a pas le droit de l'enseigner. En tant que prêtre, d'un point de vue public, il va dire ce qu'on doit dire quand on est prêtre, et dans son fort intérieur, il pourra, et c'est l'usage des Lumières, nous dit Kant, penser ce qu'il voudra bien des sottises qu'il enseigne. Je dis, mais c'est dangereux cette schizophrénie. Cet homme qui nous dit d'un côté que les Lumières, c'est l'usage de la raison, s'intéresse à Audet, il nous dit, ose te servir de ton entendement, sauf que tu t'en sers de ton entendement, mais calme, quoi, tranquillement, pas publiquement. Ouais. Et je constate effectivement que si on étend ce propos du Kant des Lumières, eh bien on découvre un philosophe qui nous dit vous avez bien le droit de penser, d'être intelligent, d'être brillant, de réfléchir, de faire fonctionner la raison, mais gardez ça pour vous. Ouais. En tant que professeur, en tant que fonctionnaire, en tant que responsable des impôts, obéissez. Alors, tout est parti pour vous du livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, mon livre célèbre. Présenterai dans son édition de poche, livre dans lequel elle rapporte qu'Eichmann a affirmé au cours de son procès qu'il était un lecteur attentif de Kant. Kant auquel, selon Hannah Arendt, il n'aurait rien compris. Et vous dites quand même, pas du tout, il l'a très bien lu. Oui. Oui, parce qu'on a cette idée d'un Kant qui serait le philosophe de la moralité. Et puis l'histoire de la philo, c'est une carte postale quand même. Hein. C'est une carte postale et on nous dit voilà, l'allégorie de la caverne de Platon, le cogito de Descartes, la loi morale de Kant. Et donc, Kant, c'est le philosophe de la loi morale. Je dis mais
pensez tout Kant et allez voir au-delà, tournez la carte postale et regardez ce qu'il y a au-delà de la carte postale et vous découvrirez autre chose. Par exemple, dans la doctrine du droit, parce que moi j'ai fait un travail de philosophie politique et juridique sur Kant en son temps, et il y a des textes sidérants. Kant nous dit par exemple, vous êtes une jeune fille de ferme, vous vous faites engrosser par le fils du patron, je prends l'exemple, hein, et vous avez un enfant en dehors du mariage. Cet enfant n'est pas couvert juridiquement, il n'existe pas juridiquement. Vous tuez cet enfant, il n'y a pas d'infanticide, nous dit Kant. Il n'y a pas d'existence juridique d'un être. Donc si l'être n'existe pas juridiquement, il n'y a pas d'infanticide. Imaginez, extrapoler. Un juif n'est pas couvert par la loi, il n'est pas un sujet de droit. Vous tuez un juif, vous tuez personne, puisqu'il n'est pas couvert par le droit. Cette pensée juridique, elle est effrayante. Il nous dit la même chose avec le duel, quand il nous dit mais vous vous battez en duel, le duel est interdit. Donc vous ne pouvez pas demander l'appel du droit pour couvrir quelqu'un qui vous aurait tué ou l'un des vôtres qui souhaiterait... Vous allez encore plus loin, vous dites Kant fut aussi le défenseur de la supériorité de la race blanche sur les nègres, l'auteur de quelques formules antisémites, oui. Le militant forcené de la peine de mort, le contempteur de tout régicide, le défenseur strict des droits de l'État et des devoirs des citoyens, le théoricien de l'interdiction de toute révolte pour le peuple, le penseur de l'obéissance due aveuglément à l'autorité qui limite la rébellion. Et à un moment donné, vous le traitez presque carrément de collabo. Hein. Vous dites que à une époque, à Königsberg, il a pratiquement enseigné à des officiers qui occupaient le pays et qu'en d'autres circonstances, on aurait appelé ça de la collaboration, ce qui est quand même énorme, enfin, c'est un pavé dans la mare quand même. Ça. Oui, mais tout ce que je dis est vérifiable. C'est-à-dire que tout ce que je dis précédemment et que vous venez de citer est vérifiable dans la doctrine du droit. Ça se trouve dans la doctrine du droit et c'est susceptible d'être démontré. Par ailleurs, quand on prend la biographie de Kant, on nous dit Kant, c'est le personnage qui fait son petit tour autour du château de Königsberg, au point que les gens, à chaque fois qu'ils passent, mettent leur montre à l'heure en se disant c'est Kant, il est 15 heures, il fait sa balade. Et on a quelques anecdotes comme ça, mais pas du tout des anecdotes d'un Kant qui s'en vient donner des cours de géostratégie, par exemple, aux officiers occupants du pays dans lequel il se trouve. On imagine Sartre donnant des cours de géostratégie à un officier allemand présent en 1941 à Paris. Ça s'appelle un collaborateur. Alors j'ai dit de fait, le mot n'existe pas en son temps, mais ce que fait Kant à cette époque-là, ça s'apparente à ça. Mais surtout, indépendamment de ça, de cette anecdote, mettons anecdote entre guillemets, il y a effectivement toute une philosophie politique de Kant qu'on ne lit pas et qu'on ne met pas en perspective avec sa philosophie morale. Et si on lit la totalité, l'intégralité, on découvre effectivement un penseur pas très défendable. Donc c'est quand même avec Platon et Descartes, c'est dans les classes de philo, c'est incontournable, c'est un des trois. Vous pensez qu'il faudrait quoi alors c'est dangereux Kant? Oui, probablement, mais c'est justement parce que, il est dangereux, c'est pour ça qu'on l'enseigne. Je veux dire, moi je pense que quand on fait de la philo en classe terminale, on enseigne les moins dangereux. On enseigne les plus compatibles avec le système. On enseigne les gens qui font le moins de bruit. Voilà pourquoi Descartes, voilà pourquoi Platon, voilà pourquoi Kant. C'est pas très dangereux. On n'enseigne pas à désobéir, on n'enseigne pas à être insoumis, on n'enseigne pas à être libertin, on n'enseigne pas à être athée dans les classes de philo. Donc les penseurs rebelles, athées, libertins, matérialistes, sensualistes, qui disent mais non, attendez, c'est pas ça la vie, c'est pas ça le monde, c'est pas ce qu'on vous enseigne, c'est pas ce que le christianisme nous enseigne, on les laisse de côté. D'où l'intérêt de cette contre-histoire de la philosophie, c'est-à-dire d'aller sortir ces gens en disant mais regardez, il y a des gens qui vous invitent à désobéir et qui sont des philosophes. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la Boétie, par exemple? Nietzsche est un anti-Kant, excusez-moi, parce que moi, en fait, moi j'y connais très peu. Que vient faire Nietzsche dans cette galère? Parce qu'il a raison, il y a Nietzsche, il y a le troisième larron, c'est Nietzsche. Il y a une pièce de théâtre après dans votre bouquin où vous faites intervenir Nietzsche qui se présente comme un anti-Kant en fait. Moi j'y connais rien du tout, j'ai pas eu mon bac. Hein. Alors, tant mieux, c'est bien, ça évite. Non, mais j'en suis pas fier, j'en suis pas spécialement fier, mais c'est la musique, c'est comme ça. Mais on fait de Nietzsche le penseur qui a permis l'antisémitisme du national-socialisme. On dit en gros, il y a un philosophe qui est le philosophe qui rend possible le nazisme, c'est Nietzsche. Parce que Nietzsche est devenu fou et que sa sœur a fabriqué des textes antisémites et qu'elle-même était antisémite. Et effectivement, il y a une mauvaise réputation fautive et qui fonctionne sur le nom de Nietzsche. Et l'intérêt de la pièce de théâtre, c'est de dire, mais regardez, s'il y en a un qui est compatible avec le national-socialisme, c'est Kant et c'est pas Nietzsche. Donc Nietzsche se marre dans la pièce. Il est là goguenard en disant, voilà, c'est une façon de dire aux gens qui nous disent... Michel Onfray, c'est vrai que si on a mal lu Nietzsche, pourquoi est-ce que Eichmann n'aurait pas mal lu Kant? Je veux dire, c'est quand même... Sauf que Kant est bien lu par Eichmann et que Nietzsche est mal lu par les gens qui pensent... Oui, non, ça c'est sûr. Nietzsche est mal lu, mais... Bon, mais c'est pas une mauvaise lecture de Kant que de penser que Kant est compatible avec le national-socialisme. Quand Eichmann dit « moi j'ai obéi à quelqu'un qui était le résultat du suffrage universel. On a voté pour Hitler. Hitler a été élu en janvier 1933 par la majorité des gens. Il est le représentant de la légalité. Or, la légalité, c'est la moralité. Moi, j'obéis, dit Eichmann. Eichmann dit, mais moi, j'ai commencé par apprendre l'hébreu. Ça m'intéressait, la civilisation juive. Et puis, quand on m'a dit la réponse à la question juive,
question juive entre guillemets bien sûr, mais c'est la création d'un État israélien à Madagascar. Il a dit j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis moi je pense effectivement qu'il fallait faire une colonie juive, une espèce de réponse à la question du sionisme en disant faisons un État d'Israël à Madagascar. Et puis après il dit on passe à autre chose et on dit c'est Wannsee, c'est la solution finale et c'est la destruction. On ne me demande pas ce que j'en pense, si je suis pour ou si je suis contre, je suis un fonctionnaire, j'obéis, dit Eichmann. Et Eichmann dit d'ailleurs Kant me l'aurait soufflé à l'oreille, puisque mon père, qui lui-même était protestant, était kantien, etc. Et je mets tout ça en scène en disant regardez, toute philosophie qui n'invite pas à la désobéissance est une philosophie dangereuse. Toute philosophie politique qui ne laisse pas de place à la désobéissance, au fait qu'on puisse distinguer entre la légalité et la moralité. C'était légal en 1940, les lois antisémites. C'était légal, mais ce n'était pas moral. Heureusement qu'il y a des gens qui ont considéré que la légalité n'était pas toujours morale et que parfois la moralité, elle allait contre la légalité. Avec Kant, on n'arrive pas à faire la distinction entre la légalité et la moralité. Vraiment. Lui considère que la légalité, dans la mesure où elle procède d'une souveraineté, eh bien, elle est légitime. Elle est légitime, donc elle est morale. L'articulation du politique et de l'éthique chez Kant, c'est quelque chose que ne fait jamais, ou font très peu les profs de philo, qui considèrent que Kant, c'est essentiellement la critique de la raison pratique, la métaphysique des mœurs, l'impératif catégorique, enfin ce genre de choses. Je dis, mais lisez la totalité. L'impératif catégorique. Eh oui. C'est énorme. Très beau texte. C'est un nom de groupe, Jacques Roubaud, un groupe de rock'n'roll, c'est un groupe de punk rock. Oui, très beau livre de Jacques Roubaud, Impératif catégorique. Et Hannah Arendt, alors là-dedans, quelle place vous lui accordez dans cette histoire de la philosophie? Elle a pu se tromper ici ou là, mais est-ce que, respect ou méfiance de votre part? Parce qu'au fond, vous l'attaquez d'une certaine façon. Enfin, vous dites qu'elle n'a pas compris, quoi. Non. Enfin, sur cette question, dans Eichmann à Jérusalem, elle dit deux choses. Vous attaquez Eichmann à Jérusalem, on dit qu'elle s'est trompée. Elle dit deux choses dans ce livre. Elle dit Eichmann n'a pas compris Kant. Je pense qu'elle s'est trompée là-dessus, si je puis me permettre. Parce que Eichmann n'était pas un grand philosophe. Il a pas peut-être. C'est compliqué quand même la critique. Ça veut dire que c'est un vrai salaud. Il a très bien compris Kant comme il le voulait, et il l'a appliqué à la lettre parce que ça l'arrangeait. Critique de la raison pure, vous avez raison, c'est très compliqué, et Kant le dit lui-même. Raymond Aron disait qu'il faut la lire 7 fois avant de la comprendre. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais il y a la critique de la raison pratique. Ouais. Et puis il y a aussi la métaphysique des mœurs. Il y a des textes qui sont plus faciles que d'autres. Il ne dit pas qu'il a lu la critique de la raison pure, Eichmann. Parce que j'ai lu des choses sur Eichmann. D'où vient ce goût de tout d'un coup, enfin c'est rare un philosophe qui prend le risque d'incarner des personnages, quoi. Enfin je veux dire de leur donner chair, de les faire parler. Vous vous exposez là, parce que bon, faut qu'il y ait une... C'est sortir la philo du ghetto dans lequel elle se trouve. C'est pour aller vers vous. Je veux dire, pour aller vers les gens qui n'ont pas fait philo en terminale, qui n'ont pas fait d'études de philo, qui disent moi je ne suis pas agrégé ou agrégatif ou ce genre de choses. La philo, elle est confisquée par les agrégés, les agrégatifs, les professeurs, la classe de terminale. C'est bien, mais je trouve qu'il y a deux écueils. Il y a ça, il y a l'écueil élitiste, et puis il y a l'autre écueil, qui est l'écueil consumériste. Des gens qui font de l'argent facile, avec des livres faciles, devenez philosophe en 24 heures ou ce genre de choses. Si on a envie de dire non, à l'époque de Socrate, la philo, c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens qui passent sur l'agora. C'est fait pour un charpentier, c'est fait pour un marchand de poissons, on passe et on fait de la philo. Et tout ce qui permet de sortir la philo du ghetto m'intéresse. Donc le cinéma, j'ai fait un scénario de film sur la vie de Nietzsche, 7 pièces de théâtre, parce que je pense qu'il faut jeter des ponts avec le cinéma, avec le théâtre, avec la musique, avec C'est intéressant. C'est un militant et un combattant. Parce qu'on connaît rien, on connaît que le sens de la vie moléculaire en fait. C'est ce qu'on connaît on est avec un sens de la vie inné. Et on comprend rien aux autres qui ont compris les choses, qui ont décrypté. Et l'approche qu'on en a par le système scolaire est très très ardue et très manichéenne et très bon enfant, un peu comme vous dites. Les 2 prochains volumes, pour finir, Michel Onfray. C'est dans 15 jours. Dommage, on aurait dû attendre de vous inviter, parce que là, moi je vous ai invité, parce que ça m'amusait beaucoup ce petit livre. Mais c'est le volume 5, qui s'appelle Le démonisme social, puisque c'est le 19e siècle, les anarchistes, les libéraux, les communistes, les socialistes. Et puis en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, mais je tire plus vite que mon nombre, mais en fait il y aura 9 volumes. On est parti pour 5 ou 6 en fait. Vous verrez quelques livres, c'est vrai que vous êtes un auteur fécond, je ne sais pas comment vous faites. Merci Michel Onfray. Moi qui vous remercie. Il est l'heure de l'actu et des chroniques.